Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues. L'examen de ce texte devant la représentation nationale est une nouvelle étape d'une longue évolution de notre rapport à la nature qui s'est accélérée durant les dernières années. La crise du climat et la crise de la biodiversité nous rappellent que le monde n'existe pas seulement pour nous servir. Il est le fruit d'une évolution qui dure depuis des milliards d'années et qui a vu émerger à égalité la vie humaine et la vie animale. Nous redécouvrons au détour des feux de forêt, des sécheresses et autres ravages climatiques que l'humanité n'est pas dissociée de la biodiversité. Ainsi, loin de la pensée commune issue de la révolution industrielle selon laquelle la nature, sous sa forme végétale, minérale ou animale, constitue purement un moyen de production, nous nous rappelons alors que les animaux ne sont pas seulement des biens meubles que l'on peut s'échanger simplement, dont on peut se servir ou se débarrasser à l'envi. Ils sont dotés d'une sensibilité, d'une capacité à ressentir des émotions, à percevoir la douleur et à rechercher leur propre préservation. Cette considération renforcée pour la protection de la condition animale s'est manifestée avec force dans notre droit en 2015 avec l'adoption de la réforme du statut juridique des animaux. Désormais reconnu comme être vivant doué de sensibilité, le législateur est fréquemment amené à légiférer sur la question du bien-être des animaux. En la matière, le précédent quinquennat a considérablement fait avancer la cause animale, notamment avec le vote de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, impulsé notamment par notre ancien collègue Loïc Dombreval. Néanmoins, beaucoup de choses restent aujourd'hui à faire et cette proposition de loi nous permet de poser une nouvelle pierre à un édifice dont la construction est loin d'être achevée. Aujourd'hui encore, trop de nos concitoyens décident d'adopter ou d'acheter des chiens, des chats ou d'autres animaux sans avoir réellement conscience de la responsabilité que cela implique. Chaque été, nous subissons la nécessaire campagne de communication de la Fondation 30 millions d'amis qui nous alerte sur les abandons d'animaux à l'occasion des vacances estivales. Chaque année, c'est plus de 40 000 abandons et près de 10 000 actes de cruauté envers les animaux qui sont recensés par les autorités compétentes. L'instauration récente d'un certificat par lequel les détenteurs d'animaux attestent de leur engagement et de leur connaissance des besoins spécifiques de l'animal est une première avancée dont nous devons scruter les effets à court et à moyen terme. Nous devons également poser la question des tarifs des vétérinaires qui, aujourd'hui, sont un frein à l'adoption pour certaines personnes isolées pour lesquelles les animaux de compagnie représentent un réconfort important. Ils représentent également une charge importante pour certains propriétaires aux revenus modestes. Les animaux de compagnie sont pourtant un magnifique lien social. Plus globalement, nous aurons également à traiter de la question de l'élevage et de l'enjeu de la part de la viande dans notre alimentation. Fortement émettrice de gaz à effet de serre et pouvant provoquer des pathologies si elle est consommée en trop grande quantité, nous devons sensibiliser les Français à une alimentation de qualité, tout en accompagnant les éleveurs et les animaux d'élevage dans cette transition. Pour revenir plus spécifiquement sur la question des colliers qu'on pourrait qualifier de punitifs et qui visent à dresser les animaux par la peur, j'aimerais d'abord remercier Madame la rapporteure Corinne Vignon pour son travail et cette proposition que, bien sûr, le groupe démocrate soutiendra. Cette interdiction des colliers punitifs apparaît comme une mesure de bon sens, non seulement parce qu'ils provoquent des souffrances aux animaux, mais également parce que leur efficacité pour adapter le comportement animal n'est pas démontrée. J'attire cependant l'attention de l'Assemblée et du ministre. Le délai qui nous sépare de la mise en œuvre de l'interdiction doit nous permettre de faire de la pédagogie auprès des particuliers pour les inciter à mieux connaître les comportements de leurs animaux et les méthodes d'éducation conformes à leur bien-être et à l'équilibre de la relation maître-chien. En conclusion, l'amour inconditionnel d'un chien à son maître ne mérite aucunement la maltraitance ou l'abandon. Je vous remercie.